Merci. La parole est à Philippe Vigier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, donc avec une profonde émotion que je m'exprime devant vous, mes chers collègues, pour débattre d'un texte à la résonance toute particulière pour la famille politique à laquelle j'appartiens. Plus de 40 ans après, l'héritage de Simone Veil est encore présent. Femme d'exception qui a marqué la vie politique française et européenne et qui reste et qui restera la première des militantes de notre famille politique. Rappelons que le 26 novembre 1974, ici même, face à la situation dramatique des avortements clandestins, que Simone Veil s'exprimait à l'Assemblée nationale et elle a eu le courage de porter la loi qui porte son nom. À cette époque, des femmes vivaient dans l'angoisse d'un acte perpétré dans la solitude et dans des conditions qui risquaient de les laisser mutiler à jamais ou de leur faire perdre la vie. Tandis que d'autres, disposant d'une aisance financière et d'un plus large accès à l'information, pouvaient se rendre dans un pays voisin sans encourir de risques graves ni de sanctions judiciaires et évidemment pratiquer une IVG. Rappelons donc que cette loi Veil visait ainsi à mettre fin à une injustice et à une situation de fait. Elle a donné tout simplement aux femmes la liberté de choisir. En reconnaissant ce droit, la loi relative à l'IVG n'avait pas pour autant vocation à encourager l'avortement. Car s'il était impossible de continuer à ignorer l'existence de ces avortements clandestins, il était également impensable d'encourager la pratique de l'avortement. Aussi, dans son article 1er, que je rappelle, la loi affirme le respect dû à tout être humain dès le commencement de la vie, et plus tard, cet article conserve toute sa place. Elle ne fait qu'admettre la possibilité d'un avortement pour mieux contrôler cette pratique et surtout mieux protéger les femmes. Grâce au combat, au courage, à la détermination de Simone Veil, chaque femme, majeure, mineure, qui ne veut pas poursuivre sa grossesse, a désormais le droit de demander son interruption. Ce droit donc constitue un acquis majeur et marque une étape importante dans la conquête de la liberté la plus fondamentale pour les femmes, celle de disposer librement de leur corps. La conquête de ce droit a été longue. Elle est le résultat d'un travail de conviction de femmes et d'hommes engagés. Et cette conquête s'écrit encore aujourd'hui. Simone Veil l'avait dit, et ses propos restent justes. La législation s'adapte au consensus social et à la situation de fait. Aujourd'hui encore, ce consensus auquel est parvenue la société française reste fragile. Ce sujet, mes chers collègues, relève de l'intime et de la conscience de chacune des femmes et de chaque couple. Il n'y a pas de place ni pour la banalisation, ni pour la diabolisation. Ce droit acquis ne peut pas être un sujet à polémique, en tout cas ne devrait pas l'être. Mes chers collègues, cette proposition de loi que nous examinons ne répond pas à une situation nouvelle. Elle vise à étendre le délit d'entrave, introduit en 1993 par la loi Neyerts. Ce délit, inscrit dans le Code de santé publique, chacun le sait, sanctionne de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende toute personne qui tente d'empêcher une IVG ou en perturbant l'accès aux établissements qui la pratiquent. Mais la loi du 4 août 2014 sur l'égalité entre les femmes et les hommes l'a ensuite élargie aux actes d'intimidation à l'égard de femmes venues s'informer sur une IVG dans un hôpital, un centre de planning familial ou un autre centre d'information. Depuis, ces agissements se sont progressivement éteints, il faut le reconnaître, à la faveur notamment de la crainte du risque judiciaire, mais ils n'ont pas disparu. Aujourd'hui, l'obstacle à l'IVG ne se fait plus dans la rue, il ne se fait plus en distribuant des tracts ou en empêchant les femmes d'avoir accès à des centres de santé, mais il se fait souvent pour les femmes lorsqu'elles sont à domicile et que, dans leur détresse, n'oublions jamais ce mot, elles cherchent des réponses à des questions. Il existe des sites officiels administrés par le ministère de la Santé qui délivrent les informations nécessaires, les délais, les lieux de consultation, l'écoute, les méthodes, accompagnés d'un numéro vert, parce que souvent la parole doit se libérer. Mais il existe aussi d'autres sites.
Ces sites à l'apparence anodine, à l'apparence impartiale, mais dont le but n'est pas uniquement d'éclairer celles et ceux qui doutent, mais d'exercer, disons-le, des pressions psychologiques parfois intolérables. Derrière ces informations qui semblent neutres, qui semblent objectives, se trouve l'intention sous-jacente de dissuader la femme d'avoir recours à l'avortement. D'ailleurs, si vous tapez IVG sur un moteur de recherche, vous tombez sur eux dans la première intention. Donc cette proposition de loi vise ainsi à sanctionner ces pratiques de dissimulation et complète le délit d'entrave tel que nous le connaissons et tel qu'il est déjà défini dans le Code de la santé publique. Être personnellement hostile à l'avortement s'inscrit dans le cadre de la liberté d'opinion. Cette dernière, tout comme d'ailleurs la liberté d'expression, est un droit fondamental qu'il nous faut préserver. Les médecins disposent aussi, je le rappelle, d'une clause de conscience qui leur ouvre le droit de refuser la réalisation d'une IVG. Et ce droit est souvent exercé. La situation de détresse et de vulnérabilité peut conduire certaines femmes à ne pas être en mesure, je pèse mes mots, de faire preuve de discernement face à la multiplication des sites Internet. Les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Cette proposition de loi ne crée pas une nouvelle incrimination, mais elle a vocation à étendre celle qui existe déjà pour s'adapter aux nouvelles pratiques et aux nouvelles technologies, et on le vit dans d'autres domaines. Dans le domaine du terrorisme, il y a des sites Internet dont vous m'accorderez qu'il y a des propos qui sont totalement inacceptables. En 2007, je vais y venir, Monsieur Tian. En 2016, on ne peut tolérer que soit fait obstacle à ce droit donné aux femmes, et c'est pourquoi la représentation nationale est appelée ce matin à nouveau à légiférer. Au travers de ce texte, l'Assemblée condamne toute diffusion d'allégations ou d'interdictions faussées de nature à induire intentionnellement en erreur. L'objectif, à nos yeux, est que les femmes qui sont face à une telle situation puissent disposer d'une information la plus juste possible. Car s'il existe des positions différentes, il faut les respecter. Nous souhaitons donc que chaque femme puisse mûrir sa décision en conscience et sans pression extérieure. En outre, notre souci constant, c'est l'équilibre ténu, c'est vrai, entre la liberté d'expression et le droit d'interrompre la grossesse. Mes chers collègues, sachez que si l'on soutient ce principe défendu par cette proposition de loi, on émet des réserves. S'agissant de son application, j'aimerais, Madame la Ministre, vous interroger là-dessus. L'objet de la proposition de loi est de condamner la désinformation sur l'avortement sur le site Internet, dont acte. Néanmoins, comment cette désinformation va être définie? Le texte évoque l'intention des auteurs et la présentation des informations dans un but dissuasif. Mais est-ce désinformer les femmes que de parler des conséquences éventuellement lourdes d'une IVG? Est-ce dissuader que de présenter des alternatives à l'avortement en cas de grossesse non désirée? Est-ce un délit de mettre à disposition des témoignages de femmes qui ont mal vécu l'interruption de la grossesse? Je pose des questions. Nous souscrivons au fait qu'exercer des pressions psychologiques ou morales afin de dissuader les femmes du recours à l'IVG nécessite une réponse pénale. Mais comment s'effectuera, et là je vous le dis avec beaucoup de gravité, l'objectivité de l'information? C'est un sujet majeur. Madame la ministre, vous avez précisé que l'objectif n'était pas d'engager des poursuites devant les tribunaux envers un ou plusieurs sites Internet. Mais alors, quelle garantie avons-nous sur l'efficacité de cet article? Je pense que vous me répondrez. Pour notre part, le sujet est suffisamment grave pour que ce dispositif ne repose pas seulement sur le seul caractère dissuasif et la peur de la répression, mais sur la volonté que de fermer certains sites et qui devra naturellement être posée, parce que pour moi, c'est une question qui se pose. Notre travail donc doit s'arrêter aujourd'hui. Nous le voyons bien, il a débuté à la fin des années 60, se poursuit encore. Ce droit à l'avortement est souvent remis en cause en Europe. Nous ne devons jamais oublier pourquoi ce combat a été mené. L'équilibre est difficile, c'est vrai, entre la liberté d'expression, la liberté d'opinion et le droit à l'IVG, et nous devrons donc constamment veiller à ce que les garanties de chacun soient protégées. Mes chers collègues, les députés du groupe UDI, dans leur grande majorité, sont favorables à ce texte. Pour autant, certains, il y en a un qui est en train de parler, François Rochebloine, pour le citer, certains sont opposés, mais je ne vous surprendrai pas, mais Yves Gégaud qui est là, il est favorable, comme je le suis, je ne vous surprendrai pas en vous disant que comme ce texte touche à la conscience de chacun, que nous respectons naturellement les différentes positions qui sont prises dans l'hémicycle
et que le vote des députés du groupe se fera en conscience, même si le groupe est favorable. Je vous remercie. Merci.